Il y a un problème d'autocensure. Et voilà, on y vient tout doucement. Donc, t'es un pilote. T'as aperçu un truc, tu sais pas ce que c'est, et on te demande de la fermer. Censure, oui, parce que les pilotes, de par leur métier, sont soumis à une surveillance médicale et psychologique relativement serrée et forte, et beaucoup de pilotes effectivement évitent d'en parler, ou alors n'en parlent que quand ils sont à la retraite ou quand ils ont quitté l'activité. Pendant 11 ans, Jacques Krien a gardé le silence sur son observation. Et il s'en explique aujourd'hui sur le petit aérodrome de Logne devant d'autres pilotes. Oui, mais pardon, mais vous en avez parlé dans le cadre de votre famille, par exemple, à des proches? Non. Non? Non, non. Même pas des proches. Non, non. Ben, ça paraissait tellement gros. C'est ça, la timidité ou la pudeur qu'on peut avoir. Oui. Parce que le regard des autres et le qu'en dira-t-on, c'est quand même fort. Et ceci, les ovnis, on en parle depuis longtemps, je veux dire. Bon. Et à chaque fois que... Il y a une réaction qui est très forte émotionnellement, vous passez pour un rigolo, quoi. C'est surtout ça, c'est la déconsidération. Nos grands savants qui ont tous, à un moment ou à un autre, eu à en savoir, dans le contexte de leur boulot, ils se mettaient au banc, si vous voulez. Parce qu'il y a un mode de pensée qui est très strict. Et ça touche quelque chose qui va au-delà, je dirais, au-delà du rationnel. Un autre témoignage très troublant a eu lieu en 1973. Il émane d'un pilote d'Alouette 2, un pilote militaire. Alors c'est pour ça, sans doute, qu'il a voulu garder l'anonymat. Heureusement, il nous a confié son récit, par écrit. Et nous allons ensemble tenter de savoir comment les choses se sont passées. Dans l'hélicoptère à côté d'Igor, Stéphane Caplier. Il est passionné depuis longtemps par la question des ovnis. Et il va nous lire le témoignage transmis par le pilote que nous appellerons Pierre. Oh Igor, t'as pas honte? Une fois de plus t'as menti. Ce pilote n'est pas anonyme. Il s'appelle Daniel Michaud et il est pilote d'essai chez Dinali SA, ainsi que directeur commercial. Pierre était un jeune pilote de l'aviation légère de l'armée de terre du 3e groupe d'hélicoptères légers. À bord de son Alouette 2, il effectuait un vol entre Rennes-Saint-Jacques et Caen. Tout d'un coup, il tourne la tête et il se rend compte que l'hélicoptère est doublé par un immense dirigeable, long comme un paquebot, je cite, sans hublot, sans lumière, sans fumée, sans aucune perturbation instrumentale. Qui se déplace donc... C'est qui celui-là déjà? Stéphane Caplier. Attends voir, je vais faire une recherche. Alors... adjoint au maire, chargé du développement des nouvelles technologies et de la création du patrimoine culturel. En gros, c'est un simple câbleur de télé, quoi. Plus vite que lui à ce moment-là. Bah, tout à fait, puisque après une observation de plus d'une seconde, il contacte la tour de contrôle de Caen, et le contrôleur voit lui-même un écho-radar. Il confirme? Oui, tout à fait. Il voit un écho-radar traverser l'écran du nord au sud et à très grande vitesse. Oui. Alors, pour le pilote, c'est un ovni au sens extraterrestre. Oui. Au niveau des mesures, il voit quelque chose de 200 à 300 mètres de long, quelque chose de gris terne, une épaisseur très importante, pas de bruit. Alors, des bouchins vifs comme un dirigeable. Je ne sais pas ce qu'il entend par bouchins. Oui, bouchins, ce sont les nervures à la surface de la coque du dirigeable. Voilà, donc c'était assez pointu à l'avant comme à l'arrière. Et en plus, ils disent qu'ils n'ont pas eu peur sur le coup, mais que par la suite, évidemment, ils étaient un peu tendus. Alors ils précisent, mais on les croit sur parole, qu'ils n'avaient pas bu ni consommé de drogue, surtout dans l'armée, et qu'ils n'avaient rien à vendre ni à proposer, qu'ils souhaitaient faire aucun effet d'annonce. Et ça, c'est lui qui le dit, tout ça? Oui, c'est lui tout ça, entre guillemets, que ses propos sont véridiques, incroyables, il le sait, mais véridiques. Chers téléspectateurs, la première partie s'achève ici. Il est à présent temps de faire une petite synthèse de ce qu'on a pu voir. Mais avant tout, revenons en arrière sur certaines séquences. Regardez attentivement ce qui va suivre, car le langage de la gestuelle ainsi que l'expression faciale et la voix en disent long sur les intentions des personnes. Et qui ont été étudiés, archivés. Vous avez pu voir qu'il a les poings fermés et qu'il agite ses bras de haut en bas. Ce qui signifie « Croyez-moi, croyez-moi ». Par le CNES des archives du GEPAN, le service chargé d'enquêter depuis plus de 30 ans sur les ovnis. Service que le CNES a rebaptisé PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'était le 22 mars. Là, on peut le voir avec les mains jointes. Ce qui signifie « Je vous prie de me croire ». Et là, je rassemble mes idées en rapprochant mes mains. Je reprends le contrôle et je défie mon interlocuteur, en poussant le menton vers l'avant. Donc voilà, vous savez à présent ce qu'est la synergologie.
J'aurais pu vous citer d'autres exemples dans cette vidéo, mais je préférerais vous laisser ce choix. Donc voilà, comme convenu, l'heure de la synthèse est arrivée. Allons ensemble analyser tout ça, la 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 la. En numéro 1, nous avons les deux jumeaux, qui ont comme seule qualité scientifique le mensonge, la fabulation et la manipulation. En numéro 2, on a l'excité d'archiviste du CNES. En numéro 3, un retraité du CNES qui est complètement largué et qui visiblement en a rien à foutre. En numéro 4, un pilote de chasse qui n'a plus de salive, mais qui a plein de questions. En numéro 5, on a notre régleur télé qui joue un peu trop avec son câble. Et enfin, en numéro 6, un pilote d'hélico totalement inconnu qui s'appelle Pierre-Daniel Michaud. Eh mais chut, hein, c'est un secret, hein, faut surtout pas le dire. Hein. Donc voilà, on se trouve en face d'une belle brochette de tête de vainqueur. Dans un cas pareil, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, quoi, ça me donne vraiment envie de pleurer, quoi. Surtout quand on voit le titre, quoi, 2 pas du futur. Ah, du coup, on se retrouve plutôt à 30 pas dans le passé. Bon, allez, il faut se ressaisir, hein. Restons sérieux. Les ovnis cartes sur table. Les ovnis cartes sur table. Mon cul, oui. Jusqu'à présent, vous n'avez pas été capable de discerner le vrai du faux. Et entre nous, hein, les cartes, c'est moi qui les tiens à présent. Même séquence au ralenti. Une telle accélération semble impensable pour un engin de fabrication humaine. Ses occupants n'y résisteraient pas. Mais de quoi s'agit-il? La question reste ouverte. Restons dans l'hypothèse que cette vidéo soit réelle, et que les occupants soient extraterrestres. Je doute vraiment qu'ils survivent à une telle accélération. On peut constater image par image que l'OVNI semble s'imploser sur lui-même. Donc par la même occasion, l'hypothèse de la MHD est à exclure. Donc ça doit forcément être autre chose. S'il y a des vidéos sur le net à qui on peut encore faire confiance, c'est bien celles venant de la NASA. Nous allons voir à présent une vidéo qui a été tournée avec une caméra thermique de la NASA. Cette séquence a été tournée en 1996, à bord de la navette spatiale. On peut y voir la Terre qui prend une grosse part de l'écran, avec la courbure de la ligne d'horizon, et en contrebas, en bas à droite de l'écran, l'espace avec quelques étoiles, et d'innombrables petits débris spatiaux par-ci par-là. Notons aussi au passage que les flashs blancs aléatoires sont des éclairs d'orage. Arrêtons-nous à présent sur 2 objets. Celui-ci et celui-là. D'après la NASA, ces objets, ou plutôt ces anomalies, seraient de gigantesques cristaux de glace, ou éventuellement des poussières sur l'objectif des caméras. C'est le genre de réponse qu'on nous donne et qui ne tient vraiment pas debout. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Capturing usable images in darkness and other challenging conditions like smoke, haze, and shadows. Or when subjects are obscured by a complex background. Out-of-the-box outdoor installation, power over Ethernet, intelligent video, easy integration with the market's best video management solutions, and much, much more. Get the Axis picture. Stay one step ahead. J'ai fait 2 captures d'écran pour vous montrer. Voici la première. On peut y voir de la neige au sol, illustrée en gris. Donc, zone froide. La personne qui figure dessus est en blanc. Donc, zone chaude. Seconde capture. Même contexte que la première, mais avec une variable en plus. Celle de la lumière des phares de la voiture et du lampadaire. Remarquez une chose. L'intensité thermique des phares est équivalente à l'intensité thermique des 3 gugus d'air à la voiture. Donc, conclusion. Les systèmes d'imagerie thermique nous indiquent que plus on va vers le froid, plus l'image est sombre, et plus on va vers le chaud, plus l'image est claire. Vous avez compris? Noir égale froid, blanc égale chaud.
Il est de quelle couleur déjà cet ovni? So, whenever these ice particles are caught in the path of the space shuttle's engine exhaust, their course of direction is significantly altered. Confident that Dr. Jack Kasher will come to the same conclusions that we have at NASA, that these were ice crystals and nothing more, and nothing more, and nothing more. Alors que peut-on penser de ce passage? Cette grosse tête de la NASA vous a-t-elle convaincu ou pas? Ah, vous avez un doute, vous ne savez pas. Eh bien, je sais pas, moi, soyez créatif. Faites appel à votre don de synergologue, par exemple. Sincèrement, entre nous, est-ce que vous avez déjà vu de la glace avec une signature thermique chaude, qui pulse et qui a un cycle, d'après ce qu'on peut voir? En plus de tout ça, comble du comble, qui déboule de nulle part. Désolé de vous décevoir, mais moi j'ai jamais vu ça. S'ils viennent vraiment d'un autre monde, pourquoi leurs pilotes semblent-ils nous fuir? Vous vous souvenez de ce passage? C'était au tout début de l'émission. C'est une très bonne question, ça. Réfléchissez un peu. Comment se fait-il que les gens ne voient pas plus d'ovnis que ça? Or, si l'on en juge selon certaines vidéos de la NASA, on devrait théoriquement apercevoir des cristaux de glace allant à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres/heure. Enfin, c'est ce que les vidéos disent, quoi. Enfin, on le voit bien sur les vidéos de la NASA, quoi. Des espèces de grosses boules de glace pulsantes, quoi. Tout ce qu'il y a de plus normal. Attendez, y a un problème, là. Vous avez vu ce que j'ai vu? La boule de glace, elle a rebroussé chemin. Serait-elle devenue intelligente? Elle s'est approchée de la Terre et a fait brusquement demi-tour. C'est vraiment étrange, vous ne trouvez pas? C'est à croire qu'elle esquivait quelque chose. Vous n'allez tout de même pas croire que la NASA dépense des milliards et des milliards pour filmer uniquement des boules de glace? Et chers téléspectateurs, devinez avec quoi on fait fondre de la glace? Avec la langue! Tu sais qui a écrit ce script? Ah, c'est vraiment du gros n'importe quoi, là. René, c'est toi qui as écrit ce script de merde? Tu vas vite fait me changer ça, là, hein? C'est pas ce qui était prévu, hein? Désolé, patron, je pouvais pas faire autrement, sinon on se faisait censurer. Bon, une fois de plus, je suis obligé de me démerder tout seul, hein, comme un con. Ouais, c'est grave, quoi. Dès qu'il y a de la censure, il n'y a plus personne à l'horizon. J'ai d'abord cru, comme la NASA, que ces objets n'étaient en fait que des cristaux de glace. Mais en tant que scientifique sérieux, je me devais de prouver cette théorie. Je n'y suis jamais arrivé. Les angles et les vitesses n'étaient pas les bons, en ce sens que si ces objets n'étaient que des particules de glace, ils se seraient déplacés différemment de ce que l'on pouvait voir à l'écran. Une fois que l'on a éliminé l'hypothèse des particules de glace, il ne reste plus beaucoup d'options. Ce ne peut pas être des météores, car la plupart des météores ne changent pas de direction. Les satellites non plus. Ces objets ne pouvaient donc être que des engins dotés d'une quelconque intelligence. Mais étaient-ce des engins d'origine terrestre ou extraterrestre? Quelles sont par exemple ces minces traînées blanches qui semblent relier un point au sol à un des ovnis? Ces traînées pouvaient bien être des missiles lancés en direction des ovnis. En l'occurrence, il est donc clair que les ovnis changeaient rapidement de direction et s'esquivaient avec une grande aisance. Au cours des années 80, l'armée américaine entreprend la mise au point d'une arme orbitale pour l'initiative de défense stratégique.